patient, ne sois pas impatient. Je vais te transformer en bathyscaphe, en explorateur des fonds marins ou spatiaux. Des fonds marins ou spatiaux, des fonds marins ou spatiaux, des fonds marins ou spatiaux. Tu entends le sac et le ressac, le sac et le ressac, le sac et le ressac, peut-être des chants de baleines. Prenons le temps le temps prenons le temps prends le temps. Et au milieu, je vais te parler du vide, du hasard, de comment ton ou ta chérie est ta catastrophe ultraviolette et de comment, pour se trouver, chacun déjà devait se porter en creux. Prenons le temps. C'est bien. Lâche. Entre dans mon histoire pour quitter un peu la tienne. Prenons le temps, prenons le temps.
Tu connais l'expression « tout ça est de la faute à Voltaire » que l'on trouve dans Les Misérables de Victor Hugo. Eh bien, tout ça est de la faute de Planck. Installe-toi bien, je te raconte. Commence par ce fameux hasard qui ne saurait en être un. Cette pépite lumineuse qui apparaît quand tu es connecté, car déconnecté, ouvert à l'inattendu. C'est en cherchant à comprendre les relations entre température, couleur et énergie, une impasse majeure de la physique du XIXe siècle, que Max Planck, en 1900, inventa la mécanique quantique, malgré lui. À la fin de ce XIXe siècle, le défi industriel des Allemands était comment améliorer les performances des hauts fourneaux. Pour résoudre le problème, il fallait comprendre parfaitement les liens entre rayonnement et température. Tu comprendras pourquoi je parle de cela. Quand tu rayonnes, tu émets une température. Entends un instant les hauts fourneaux, augmente ta température, toujours en ne faisant rien. Revenons à ce qui s'appellera photon, les particules de lumière qui atteignent peu le fond des océans. Newton savait déjà que la lumière blanche était tissée de brins colorés, rouge, orange, jaune, vert, bleu, indigo
et violet. Les potiers savaient de même que tous les objets échauffés émettent une lumière d'une même couleur à la même température. La couleur change de l'infrarouge à l'ultraviolet. Jusqu'alors, on pensait que le rayonnement thermique était d'autant plus intense que la longueur d'onde était courte. Or, selon les formules en cours, cela se vérifiait de l'infrarouge jusqu'au vert, mais ne fonctionnait plus du tout au-delà. C'est alors que Max Planck, l'anti-rebelle, le Prussien rigide, eut l'idée révolutionnaire que les vibrations qui traduisent la chaleur d'un corps ne se répartissent pas suivant toutes les valeurs possibles, et inventa une formule qui corrigeait les erreurs, une constante que l'on appellera constante de Planck. Qui l'avait touché? Qui l'avait inspiré? Dieu? Le diable? Cette constante impliquait une chose jusqu'alors impossible dans la physique classique, qu'un élément ne soit pas divisible, qu'un résultat devait être toujours un multiple entier. C'est dire par exemple qu'un homme ne peut avancer que par enjambée de 20 cm, ou un multiple de 20, 40, 60, mais qu'il est incapable de faire des pas de 45 ou 50 cm. Pour la première fois, l'idée vertigineuse d'un rien apparaissait, puis d'un rien qui allait être sensible et moteur opérant. Entre toi et ton amoureux, il n'y a rien. Aussi, entre toi et toi-même, il n'y a rien. À l'intérieur de tes organes, il n'y a rien. Cette découverte s'est appelée la catastrophe ultraviolette. Comme tu réalises que ta rencontre qui a eu lieu ou arrivera sera de l'ordre d'une catastrophe ultraviolette, issue de mécanismes non évidents mais subtils, cachés à l'intérieur de ce rien qu'en physique on appellera un jour les bosons de Higgs.
t'en fous, dis-tu, ou penses-tu? Oui, c'est une façon de mettre un voile sur ce qui te dépasse, mais songe aussi qu'en toi est une conscience que rien ne dépasse, puisqu'elle fabrique tout. Einstein retraduira un jour cette découverte du quantum. C'était comme si le sol s'était dérobé sous nos pieds, sans aucune fondation visible nulle part où l'on eût pu construire. Enfonçons-nous dans le rien. Avant que je n'aborde le sujet sous un autre angle, même si l'on retrouve du même, songe que la nature est en grande partie constituée d'espaces vides, puisque la masse des atomes est pratiquement concentrée dans de minuscules noyaux. L'espace vide n'est pas identifiable au néant. En réalité, il est plein. C'est un immense réservoir à particules. Cet état d'énergie minimum du vide est conçu comme un océan de particules virtuelles qui interagissent entre elles, conférant à ce vide une énergie potentielle. Suivons cet autre angle qui contient le même, mon ami. Combien de personnes ont contribué à ce que l'on soit en face l'un de l'autre? Que tu entendes ma possible intelligence comme une niaiserie, pour reprendre un mot de Roustan? Chaque brin de matière, chaque grain a besoin d'être informé. Combien de personnes ont contribué au pain dont tu te nourris, aux images que tu regardes, à tisser le discours que je te propose? Nous sommes en lien. Tout est en lien. Quand tu souffres, c'est une souffrance du lien à l'intérieur de ce rien, ce boson, ce médiateur de force. Je ne peux parler de tout, parlons de toucher. Tout te touche. Le lien, c'est du toucher, de l'information. Ferme les yeux et laisse palpiter tes narines. Je vais t'inviter à toucher le corps d'autrui sans qu'autrui soit dedans, ce que Merleau-Ponty appelle un objet culturel, un objet sans conscience et qui pourtant la contient. La tasse,
ou le vêtement déposé là, sur une table ou une chaise, contient de l'âme et du corps de l'autre. La chose pensante, elle, devient égale à la chose étendue en longueur, largeur, profondeur. Enlevons la distinction entre ce qui est vivant et ce qui ne l'est pas. Ce dont tu souffres est du non-vivant et ta souffrance le rend vivant. Étrangement, je ne cherche pas à te faire penser, mais à te faire arrêter de penser. Tout ce qui est, l'est à la suite d'interactions sans lien forcément évident et impossible à repérer, comme un encrier est distinct d'un livre, mais a pu y mener. Ainsi, pour se trouver, chacun déjà devait se porter en creux. Ne fais rien, ne m'écoute. C'est bien. Tu es plongé dans l'univers des signes, duquel je cherche à te dissoudre par le sac et le ressac des vagues contre la grève, ou le martèlement des tambours du Bronx. Je te laisse balloter de Wagner au tambour, puis à Wagner, de l'encrier de Sartre à l'imagination de Bachelard. Tu es à la fois un culte, un culte, un culte, et la matrice de tout ce qui pense, se déploie, fait lien. Là, tu es au centre et je cherche à t'y mettre et à t'en sortir.